Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Santé Mag. Douleurs abdominales, diarrhée et vomissements. Nous sommes très nombreux à souffrir d'intoxication alimentaire chaque année, notamment en été. Certains cas peuvent avoir des conséquences graves et entraîner des hospitalisations ou carrément se solder par des décès. L'Algérie enregistre officiellement quelque chose comme 10 000 cas d'intoxication alimentaire par an, ce qui est largement sous-estimé selon les spécialistes. On parle d'intoxication ou de toxi-infection alimentaire quand des aliments contaminés sont ingérés. Plus de 200 maladies infectieuses sont transmises par l'alimentation. Parmi les bactéries incriminées, les salmonelles, responsables de 80% des cas. Avec mes invités, on verra les aliments les plus à risque à nous rendre malades, au restaurant, en collectivité ou à la maison. Quelles sont les règles d'hygiène à respecter pour éviter l'intoxication alimentaire? Et puis surtout, quelle est la part de responsabilité des contrôles, des commerçants, mais aussi des consommateurs que nous sommes dans la prévention? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Besmina Menoubia. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes pédiatre, chef de service au CHU d'Ouira. J'ai également le grand plaisir de recevoir docteur Abdelwahab Fouad. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en médecine interne, vous êtes également spécialiste en nutrition. J'ai également le grand plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Hassan Menouar. Vous êtes président de l'association Al-Aman. Bonsoir. Bonsoir et puis merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Driss Abdelrahman. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Vous êtes gastro-entérologue au CHU Mustapha Bacha. Bienvenue à vous quatre pour parler de ce sujet de prévention, essentiellement de sensibilisation, puisque nous sommes au début de l'été qui est souvent marqué par des intoxications alimentaires. Je commence là où j'ai terminé mon introduction, par cette responsabilité qui incombe au contrôle, aux commerçants, mais aussi aux consommateurs que nous sommes. Docteur Abdelwahab, comment évalue-t-on aujourd'hui notre culture de consommation? Est-ce que l'Algérie est un pays à faible hygiène? Je pense que l'Algérie et les Algériens on est dans un cadre de moyenne hygiène. On n'est pas vraiment faible, je ne pense pas qu'on soit les numéros 1. Donc c'est une question peut-être de culture, c'est une question peut-être d'autorité. Donc on est un peuple qui est tributaire des autorités. Donc si on est laissé à nous-mêmes, quelque part, on peut faire des petites bêtises. Donc je pense que question hygiène, on est moyen. Il faudra renforcer les contrôles, en gros, c'est ce que vous dites, oui. Je pose cette question aussi à M. Menouar parce que très souvent, il y a des campagnes, surtout comme ça au début de l'été, des campagnes qui sont initiées par des associations comme la vôtre ou par les DSP, les directions de la santé. Mais on a l'impression quand même que les chiffres ne baissent pas. Le problème se situe où? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogie qui soit déployée, ou alors est-ce que c'est les consommateurs finalement qui ne sont pas réceptifs? Écoutez, d'abord, quand on fait l'évaluation des actions de sensibilisation, sincèrement, pour notre association, on se dit qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on avait dessinés, qu'on avait projetés en 2015. À ce jour, on voit que le nombre de victimes d'intoxication alimentaire augmente. Mais par ailleurs, on se dit que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais le travail qu'on fait, donc la sensibilisation, elle n'est pas seulement orientée vers le consommateur, elle est aussi orientée vers les opérateurs économiques, donc producteurs, distributeurs et commerçants, et aussi vers les services de contrôle de l'État, qu'ils soient du commerce, ministère du commerce, et surtout ceux des bureaux communaux d'hygiène, qui ont un grand rôle. Donc c'est une sensibilisation et une moralisation pour tout le monde, pour qu'on puisse justement maîtriser ce phénomène, parce que nous sommes un pays qui est relativement chaud, et on est en train de voir avec les changements climatiques qu'il fait beaucoup plus chaud dans plusieurs régions. Donc l'été commence maintenant pratiquement au mois de mai, donc c'est à partir du mois de mai qu'on commence à avoir chaud, et nous avons de grands trajets à faire pour les denrées alimentaires, donc le transport et les routiers, donc pour tout ce qui que soit produits transformés ou produits frais comme les viandes ou pour les surgelés, et la chaîne de froid, elle est souvent coupée, donc elle est rompue, elle n'est pas respectée. Et c'est malheureux de dire que malheureusement on a très peu de contrôle sur cela. Donc pourquoi? Parce que les services du commerce qui ne contrôlent que les commerçants qui sont formels,
ils ne contrôlent pas ceux qui sont dans l'informel. Sur la route, il n'y a pratiquement personne qui contrôle. Donc même les agents de la sécurité routière, ils contrôlent tout ce qui est routier, mais rarement ils contrôlent la température des frigos. Ni, par exemple, même on voit que des bouteilles d'eau en plastique ou pour toutes les boissons qui sont transportées dans des camions non adaptés, ça aussi c'est un problème. Et malheureusement aussi, nous avons aussi une grande partie d'informels, du marché informel, qui souvent une grande cause d'intoxication alimentaire parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de chaîne de froid, et puis il n'y a pas les bonnes conditions de distribution. Alors, un peu dans le même contexte, docteur Driss, vous venez d'une infrastructure publique, vous recevez très souvent, j'imagine, des personnes qui sont victimes d'intoxication alimentaire. Le chiffre que j'ai donné en préambule, à peu près 10 000 cas par an, ça reste. Est-ce que pour vous, c'est représentatif un peu des cas que vous voyez ou vous pensez que c'est largement sous-estimé? Oui, effectivement, 10 000 nouveaux cas enregistrés par année, c'est les chiffres déclarés par l'État. Mais il faut savoir que ce chiffre est sous-estimé parce que 10 000 nouveaux cas, c'est les chiffres enregistrés, c'est les nouveaux cas qui passent au pavillon des urgences. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres cas qui ne sont pas recensés. Qui sont pas recensés, qui restent chez eux ou bien qui consultent au cabinet. Et ces chiffres sont pas, ces malades ne sont pas déclarés. Donc on est un peu plus au-dessus de 10 000 nouveaux cas par an. Oui. Une question, professeur Bensmina. Probablement qu'il y a des problématiques de déclaration, puisqu'en fin de compte, les chiffres qui sont donnés, ce sont les chiffres des toxi-infections alimentaires collectives. Les toxi-infections alimentaires collectives, c'est quand il y a au moins 2 cas qui sont rapportés par rapport à la consommation d'un seul produit. Mais en réalité, les toxi-infections alimentaires peuvent concerner une seule personne. Et donc, en fin de compte, c'est probablement, il doit y avoir une sous-déclaration. Et souvent, les déclarations sont faites justement par les structures publiques. Je ne pense pas que les déclarations soient faites, en tout cas, par toutes les structures privées. Mais c'est surtout toxi-infection alimentaire collective. Oui. Vous êtes pédiatre. Quelle est la part des enfants, finalement, dans les intoxications alimentaires? On arrive plus ou moins à les protéger ou c'est pareil? Les enfants sont concernés comme les adultes, puisque de toute manière, si on a des problématiques sur le mode de consommation d'une famille particulière par rapport à la rupture de la chaîne de froid, par rapport à la conservation, par rapport aux règles d'hygiène, de préparation, les enfants sont touchés au même niveau que les adultes de la même famille. Mais la problématique, c'est qu'en plus, ce sont des populations qui sont plus à risque de faire des formes graves ou des formes sévères. Donc, souvent, les enfants, ils consultent, et quand ils consultent, c'est souvent, ça peut être des formes peut-être potentiellement graves. Oui, absolument. Alors, je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement qui revient un peu sur les intoxications alimentaires et de leur prise en charge. Regardez, c'est un reportage signé Yanis Saïd Belkacem. Si l'été est une saison qui rime avec vacances et détente, elle est aussi marquée par les fortes chaleurs qui favorisent la prolifération des bactéries dans les aliments. Chaque année, de nombreux cas d'intoxication alimentaire sont recensés. Il y a les produits laitiers, c'est connu parce que malgré qu'ils soient pasteurisés, mais des fois ils sont laissés au soleil, sous l'effet du soleil, particulièrement les sachets, ils gonflent, il y a une décomposition. Même l'eau peut, si on laisse l'eau au soleil, ou elle est transportée sur des camions découverts, sous l'effet du soleil, le PET, le plastique des bouteilles peut se transformer, produire des produits toxiques. Les produits laitiers, le fromage, la viande, effectivement les protéines. C'est souvent les protéines de la viande, les œufs frais, la viande crue, là il ne faut pas consommer. Et les fruits et les légumes qui ne sont pas des aliments protéiques. Même eux, si on n'a pas les fruits, souvent en été, la poussière, la manipulation, manger des fruits directement chez le commerçant en prenant un fruit, en l'essuyant avec les mains, en le consommant, ça n'assure aucune hygiène. Les symptômes apparaissent généralement quelques heures après la consommation d'aliments contaminés. Ils peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Le plus fréquent, c'est les nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, maux de tête, fièvre parfois. Parfois, ça arrive jusqu'à un saignement, diarrhée gléro-sanglante, c'est-à-dire on émet des glaires et du sang. Là, c'est des germes qui sont très pathogènes et qui imposent une consultation rapidement. Dans les cas graves, ces intoxications peuvent entraîner une déshydratation sévère, surtout chez les enfants et les personnes âgées, avec des complications sérieuses. Ces intoxications, c'est des intoxications qui traînent en longueur, qui entraîneront des symptômes chroniques, qui peuvent parfois entraîner la mort, parce qu'une diarrhée importante avec vomissement peut évoluer vers une insuffisance rénale, vers une décompensation d'une affection cardiaque par déshydratation. Et tout ça, une fièvre prolongée qui peut entraîner chez l'enfant de moins de 5 ans une convulsion
hyperpyrétique, tout ça, ça expose à tous ces risques qui ont conséquences fâcheuses. Pour éviter ces désagréments, il est essentiel de respecter certaines règles d'hygiène. Mis à part le lavage des mains, on a aussi le nettoyage régulier des ustensiles de cuisine après utilisation et aussi le nettoyage ou le lavage des aliments tels que les fruits et légumes. D'ailleurs, pour les fruits, pour une meilleure conservation, on conseille de les laver, de bien les sécher et de les mettre sur un papier essuie-tout et de les mettre au réfrigérateur. Donc là, ça augmente la durée de conservation de ces fruits. Maintenant, on arrive à la réfrigération justement des aliments. Donc parlons de viande crue. Donc pour les viandes blanches comme le poulet ou le poisson, c'est entre 1 à 2 jours. Et pour la viande rouge, ça peut y aller jusqu'à 3-5 jours. Sinon, pour les aliments, la prévention est aussi dans les aliments qu'on achète. Donc on évite d'acheter les aliments qui sont exposés au soleil ou d'avoir un aliment qui était bien au frais. Et il sera exposé à la chaleur. Donc là, on a la chaîne de froid qui n'a pas été conservée et là, c'est très, très dangereux. Ça va permettre la pullulation microbienne et les toxi-infections alimentaires. Les intoxications estivales constituent un véritable problème de santé publique, pouvant toucher tout le monde. Si les symptômes sont sévères et persistants, il est crucial de consulter un médecin sans délai. Effectivement, il s'agit d'un problème de santé publique, mais si on regarde bien le reportage justement, il suffit de quelques gestes très simples pour les éviter. Alors, question pédagogique, Dr Blabdouheb, c'est quoi finalement une intoxication alimentaire? Alors, une intoxication alimentaire, c'est d'abord avoir certains symptômes. Donc, on peut avoir, le maître symptôme, c'est la douleur abdominale. On peut avoir des nausées, des vomissements, une diarrhée, et c'est dû à deux types d'intoxication, ou bien infectieuse, donc c'est dû à certaines bactéries, entre autres la salmonelle, qui représente environ 80% des cas, certaines autres bactéries, voire même virus, certains parasites aussi. Il y a aussi, on oublie de citer souvent, c'est l'intoxication aux métaux lourds. Parce que des fois, on est intoxiqué par des métaux lourds et c'est considéré comme étant une intoxication alimentaire. Donc, dans un petit peu le... En fait, le désavantage dans ce type d'intoxication, c'est que ça met du temps à se manifester. Ça met du temps, c'est vrai. En plus, pour diagnostiquer, c'est difficile. C'est délicat de faire le diagnostic d'une intoxication aux métaux lourds. Par contre, bon, quand c'est saisonnier comme ça, une intoxication alimentaire en pleine saison estivale, c'est clair que c'est d'origine infectieuse. Oui. Professeur, on en parlait un peu tout à l'heure en parlant des enfants justement, parce qu'on est finalement tous égaux devant une intoxication alimentaire. En fin de compte, ça dépend de l'état de santé du patient, bien sûr, ça dépend de son immunité, ça dépend aussi souvent de la quantité de l'âge aussi, vous parlez de l'âge, les âges extrêmes, les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes malades, des patients qui auraient des pathologies avant l'intoxication alimentaire, être malade, avoir un déficit immunitaire, avoir notre pathologie chronique, on va être plus susceptible. Après, ça dépend aussi de la quantité de germes qui a été ingérée. C'est-à-dire, on peut consommer un aliment souillé et on ne va pas avoir tous la même réaction. Certains vont avoir un tableau beaucoup plus sévère que d'autres, ou pour certains, ça va être juste un embarras. On a tendance parfois à dire qu'on a tous mangé le même repas, mais c'est tombé sur moi, par exemple. Pourquoi ? Ça va dépendre de la quantité qui aura été ingérée éventuellement du germe. Ça peut aussi être dépendant de la partie du repas qui a été consommée. Parfois, tout le repas n'est pas souillé. Il y a une partie du repas qui est souillée. Et ça dépend aussi de notre prédisposition. Est-ce que j'ai une bonne immunité pour pouvoir... Par exemple, typiquement, il y a des germes qui vont être détruits par l'acidité gastrique. Et si, par exemple, je prends des médicaments qui vont inhiber, qui inhibent l'acidité gastrique, moi, je vais avoir des symptômes. Et la personne qui ne prendrait pas, parce que justement je ne suis pas protégée par cette acidité gastrique parce que je prends un médicament. Donc vraiment, ça dépend de la situation de santé, des médicaments éventuellement pris, du repas, de la quantité et de ce que j'ai consommé. Alors pour les personnes justement dites vulnérables, on a entendu un peu professeur Bensmina, alors on a parlé surtout des âges extrêmes, j'aimerais qu'on insiste là-dessus, parce que là c'est un cas quand même d'urgence, c'est ça, c'est-à-dire il faut consulter, il ne s'agit pas d'un cas qui peut attendre et qu'on peut traiter à la maison. N'est-ce pas, docteur Driss? Oui, effectivement, il faut savoir que la toxi-infection alimentaire, généralement, c'est une infection pénible. Dans 90% des cas, la plupart des cas. Ça va pas entraîner le décès du malade. Mais il faut savoir dépister ou bien détecter les signes de gravité, qui sont l'émission des glaires dans les selles ou bien du sang,
l'élévation de la température du malade, c'est-à-dire quand le malade devient fébrile, donc il doit consulter en urgence. Il faut savoir aussi que Oui. Oui, De professeur. toute manière, en population pédiatrique, par rapport aux problématiques de facteurs de risque ou de tableaux graves, quand on a un tableau de toxi-infection alimentaire, c'est-à-dire si l'enfant il a mal au ventre, s'il vomit, s'il fait de la diarrhée, il y a des choses que les mamans ou les parents peuvent faire déjà à domicile. C'est-à-dire commencer à donner les sels de réhydratation. Parce que la prise en charge, en réalité, est pratiquement symptomatique. On donne les sels de réhydratation, on ne donne surtout pas d'antidiarrhéique parce qu'on va permettre aux germes de rester au niveau de l'intestin. Et dans un second temps, si on voit qu'en donnant les sels de réhydratation, ça ne s'améliore pas, et c'est valable aussi pour les adultes. On peut donner tout à fait les sels de réhydratation en épisode de toxi-infection, de gastroentérite, et dans un second temps, on consulterait, et à partir de la consultation, on peut éventuellement corriger, rectifier éventuellement. Oui. La femme enceinte aussi, ça fait partie aussi des sujets à risque. Oui, bien sûr, la femme enceinte est un sujet à risque de toute manière pour toutes les pathologies infectieuses. Elle est en situation de fragilité, et avoir une toxi-infection alimentaire avec des vomissements, éventuellement de la diarrhée, ça l'expose à un risque de déshydratation, elle aussi, tout à fait comme les enfants et comme les personnes âgées. Oui. Il faut savoir que, les femmes enceintes, il y a certains aliments qui lui sont devraient pas interdits. consommer. Voilà. Par exemple, les produits laitiers, les laitages crus, donc les fromages à base de lait cru, par exemple, c'est quasiment interdit. Certains poissons aussi. Récemment, c'était la période du thon rouge. Donc, par exemple, la consommation excessive de thon rouge, ou bien le foie de thon rouge qui est Pour toutes les femmes enceintes ou pour certaines femmes enceintes? D'accord. Par exemple, le foie qui est réputé pour être bénéfique pour tout ce qui est, par exemple, anémie, ferriprive, etc., il est interdit chez la femme parce qu'il est, Même il si est c'est très bien riche. cuit, même- Non, parce qu'il est très riche en vitamine A, D'accord. qui est nocif pour la femme. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui sont interdits. Une femme qui fait une intoxication alimentaire, Ça, c'est je ne pense grave. pas que toutes les femmes enceintes le savent. Hein. Mais normalement, il y a Voilà, on fait pas. chaque femme enceinte, normalement, elle a un suivi gynécologique. Donc, D'accord. le médecin traitant, il a le devoir d'informer la patiente. Oui. Alors, on parle généralement de ces intoxications alimentaires ou ces toxi-infections alimentaires à chaque début de l'été, mais est-ce que vous en voyez, j'imagine, toute l'année, hein, malheureusement? Non, mais ça revient. C'est un problème qu'on est en train de subir récurrent toute l'année. C'est pas parce qu'il fait seulement chaud. Quoi qu'il fait chaud, même dans certaines zones sahariennes d'Algérie, toute l'année. Mais ça provient beaucoup plus de nos habitudes. C'est pour dire en réalité que ce n'est pas uniquement la chaleur qui nous expose justement aux intoxications, c'est plutôt nos comportements qui sont remis en cause. C'est pendant l'été, parce qu'il fait très chaud, que justement on est mis à nu devant ces situations, je dirais, de négligence. Parce que vous savez que tout ça, c'est évitable. On peut les éviter facilement, et juste par la prévention. Donc, ce n'est pas des maladies qu'on peut subir parce que c'est des maladies qui nous préviennent, qui sont héréditaires ou autres. Donc, c'est la négligence qui nous mène justement à une intoxication alimentaire. La négligence, elle apparaît beaucoup plus en été parce que les journées sont beaucoup plus longues, il fait beaucoup trop chaud. Et puis on sort de chez soi, donc on sort du contexte habituel. On a des habitudes alimentaires, donc on mange à la maison, à midi peut-être on mange dans un restaurant qu'on connaît, qui est près du bureau, et le soir on rentre à la maison. Mais pendant l'été, pendant les vacances, on sort, on mange dehors. Et pendant l'été, on organise des célébrations, beaucoup de fêtes, que ce soit mariage ou autre. Et c'est la restauration collective. Il y a des colonies de vacances aussi, on ramène beaucoup d'enfants dans un endroit, on leur fait à manger. Et malheureusement, donc on n'a pas beaucoup de professionnels dans ce domaine. Les contrôles ça nous expose en fait à ce type d'intoxication, absolument. C'est des endroits qui ne sont pas toujours bien contrôlés. Vous savez que dans une fête de mariage, il n'y a personne qui contrôle ce qu'on fait, alors qu'on cuisine pour 1000 personnes. Et c'est ce qui fait que, voilà, donc on tombe dans ce piège des intoxications alimentaires pendant l'été. Et bien sûr, parce qu'il fait trop chaud, donc la chaîne de froid, donc quand elle n'est pas respectée, on est en train de voir, on a constaté nous-mêmes, donc certains commerçants qui éteignent leur frigo dans les commerces. On en parle chaque année, malheureusement. Oui, malheureusement, et c'est un phénomène nouveau. Donc auparavant, on n'avait pas ce problème. On avait des coupures d'électricité qui nous posaient problème, mais maintenant, c'est certains commerçants, je dirais, indélicats, qui font ça pour gagner un peu d'argent sur la facture d'électricité, mais qui causent beaucoup de problèmes de santé publique. Qui exposent tous leurs clients à être malades.
malades. Alors, plus de 200 maladies infectieuses, docteur Driss, sont transmises par l'alimentation. Est-ce qu'on peut rappeler, en gros, les symptômes? On en a parlé tout à l'heure dans le reportage, mais est-ce qu'on peut les rappeler quand même pour les gens qui nous regardent? Comment reconnaître une intoxication alimentaire? Oui, généralement, le malade il vient au pavillon d'urgence pour consulter pour un embarras gastrique. Généralement, c'est le symptôme le plus fréquent. Mais parfois, il y a de la diarrhée aussi, il y a des glaires dans les selles, il y a du sang. Le malade il peut rapporter la notion de vomissement. Généralement, c'est une maladie bénigne. C'est ça le tableau en gros. Mais il faut... Oui. Dans certains cas, c'est des... Voilà, j'allais dire à quel moment il faut consulter justement, parce qu'on a tendance à dire que c'est pas grave Quand on a, c'est les deux âges extrêmes, donc les enfants en bas âge et les personnes âgées, et bien sûr les malades chroniques, donc par exemple les diabétiques, etc., qui sont déjà, par exemple, en déficit immunitaire. Donc ces personnes-là sont déjà à surveiller. Il y a aussi une notion très importante, c'est la gravité des symptômes. Donc si on fait par exemple une petite douleur abdominale, qui va céder sous antispasmodique, ou bien on fait une diarrhée dont la fréquence est 2 à 3 selles toute la journée, ce n'est pas aussi grave que ça. Mais si par exemple la diarrhée ne cède pas, si on fait plus de 10 selles par jour, là il faut consulter. Donc là c'est quelque part un cas qui est assez urgent. Donc là il faut consulter. Alors une intoxication alimentaire, généralement ça dure combien de jours? Alors on avait dit une journée. À partir d'une journée déjà on parle d'intoxication alimentaire. Ça dépend du germe déjà. Il y a certains germes, par exemple la salmonelle, c'est entre 8 et 48 heures. Donc il est difficile d'incriminer tel ou tel repas. La plupart des cas, c'est une simple salmonelle. Dans certains cas, c'est par exemple le staphylocoque. Le staphylocoque, il met un peu moins de temps à donner des symptômes. Donc, par exemple, si je déjeune dehors, si par exemple le soir même j'ai un embarras gastrique, c'est très certainement le repas du déjeuner. Ça dépend donc du germe. Justement, vous anticipez un peu sur ma question, parce que j'allais dire, alors si j'ai une intoxication alimentaire, quel repas, si je l'ai aujourd'hui par exemple, quel repas dois-je incriminer? Celui de la veille ou peut-être avant? C'est difficile à savoir, ça dépend justement, ça dépend du germe. Voilà. Parce que vous avez par exemple, typiquement quand c'est du staphylocoque, vous pouvez avoir des symptômes dans l'heure qui suit le repas, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Quand c'est de la salmonelle, ça peut être 24, éventuellement 48 heures. Quand c'est des shigella, c'est 48 heures et plus. Vraiment, ça dépend du germe. En général, nous, on n'a pas besoin de faire des examens complémentaires pour dire que c'est tel ou tel germe. On sait que la prise en charge est tout d'abord, en premier lieu, symptomatique. Et si c'est vraiment quelque chose de très rapide, qui s'est installé rapidement, souvent avec pas beaucoup de fièvre ou pas du tout de fièvre avec des vomissements, on est plutôt sur du staph et c'est vraiment la réhydratation. On donne la réhydratation. Maintenant, quand vous avez beaucoup de fièvre, ça commence dans les 12-24 heures, il y a de la diarrhée, on pense que c'est salmonelle et à ce moment-là, on fait la prise en charge symptomatique. Dans certains cas, on a besoin de mettre une antibiothérapie. Oui. Une intoxication, par exemple, qui dure plus de 3-4 jours, ça devrait nous inquiéter? Il faut consulter. En général, ça ne devrait pas durer plus de 4-5 jours. Les symptômes, ça monte spontanément au bout de 4-5 jours. Jusqu'à combien de jours, c'est pas grave? Alors, à quel moment il faudra commencer? C'est pas en termes de jours? C'est pas en termes de jours, c'est en termes de gravité de tableau clinique. C'est-à-dire, ça peut être dans les 6 heures. Si vous avez un enfant ou même un adulte, je pense qu'il fasse 6 selles, c'est pas normal. Il faut consulter parce qu'on sait que probablement il va se déshydrater. Par contre, si par exemple il fait 3-4 selles par jour, qui est relativement bien, qu'il arrive à prendre la différence entre les enfants et les adultes, ou les enfants en tout cas plus grands, c'est que eux, quand on est déshydraté, on boit. Donc quand on boit, on compense. Et ça permet justement d'éviter d'arriver à la déshydratation. Alors que chez les tout petits, on ne boit pas suffisamment, on ne réclame pas suffisamment, donc et si on vomit en plus, donc on ne va pas compenser et donc on arrive à la déshydratation. Donc vraiment, ça dépend de la situation. Après, par rapport à la durée, si on fait un épisode de gastro-entérite, parce que la toxi-infection alimentaire en réalité, c'est une gastro-entérite infectieuse bactérienne ou virale, mais elle devrait s'amender au bout de 4 à 5 jours. Elle peut aller au maximum jusqu'au 7e jour. Après, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, si ça persiste, c'est peut-être qu'il y a autre chose aussi. Oui. Alors, donc finalement, j'allais vous poser la question justement sur la différence entre une intoxication et une gastro-entérite, parce que notamment chez les enfants, on a tendance à confondre entre les deux, mais finalement, c'est une toxi-infection alimentaire, c'est une gastro-entérite. D'accord. La gastro-entérite, elle est virale, c'est ça? Elle est virale. C'est ça la différence. Et même par rapport à la période,
gastroentérite. La gastroentérite, c'est plutôt en période des épidémies, en période hivernale. Elle s'associe aux épidémies d'infections virales, respiratoires, alors que la toxi-infection alimentaire, ça va être plutôt en période estivale. C'est pas du tout la même sur le plan de la périodicité. D'accord. Docteur Driss, le diagnostic est simple, le diagnostic d'une intoxication alimentaire. On n'a pas besoin de faire des explorations ou d'examens supplémentaires. Généralement, c'est un diagnostic de présomption. On a un contexte épidémiologique, puis des signes cliniques patents. C'est rarement qu'on va faire recourir à des examens complémentaires, puisque la toxi-infection alimentaire, généralement, c'est spontanément résolutif. Elle va durer de 2 à 3, jusqu'à un maximum 4 jours. Donc, ça va s'estomper spontanément. D'accord. Alors, on a peur de quoi, dans l'absolu, Dr Black Deheb, quand on fait une intoxication alimentaire, notamment peut-être pour les sujets dits vulnérables? On a peur de quoi? La déshydratation, on l'a cité. Première gravité, c'est bien sûr la déshydratation, et ce qui peut en découler. C'est-à-dire, par exemple, une déshydratation qui est aiguë et grave, ça peut donner, par exemple, une insuffisance rénale aiguë. Donc, chez certains patients, donc, par exemple, les âges extrêmes et tout, une insuffisance rénale aiguë peut être réellement grave. Donc, ces personnes-là, il faut consulter, peut-être même hospitaliser, réhydrater. Dans certains cas, si par exemple l'infection elle est grave, si par exemple il y a des signes cliniques, par exemple de diarrhée sanglante, etc., il faut là un petit peu pousser les investigations pour éventuellement mettre en route une antibiothérapie. Donc ça dépend des cas et des... Alors, compléter sur certains germes, il peut y avoir même des manifestations neurologiques. Par exemple, pour certains germes, c'est des toxines, et les toxines, ils vont aller se localiser au niveau, ça peut être des convulsions, ça peut être un tableau neurologique. Donc, il y a la gravité qui est liée au fait qu'on a des pertes, on fait de la diarrhée, on vomit, on a du mal à se réhydrater, mais il peut y avoir aussi de la gravité par rapport au type de germe, et que ça soit une toxine, qu'il puisse y avoir des convulsions, soit liées à la fièvre ou liées à la toxine elle-même. Oui. Dans l'absolu, quand on parle de la mortalité, par exemple, due aux alimentations, aux intoxications plutôt alimentaires, on parle de combien à peu près? Est-ce qu'on arrive finalement à les éviter chez nous? En tout cas, je n'ai pas de chiffres en matière de mortalité, donc je ne pourrais pas vous donner de données, parce qu'en réalité, ce qui est déclaré, ce sont les toxi-infections alimentaires collectives. Et donc, derrière, combien elles vont occasionner de mortalité, je suis incapable de Monsieur Menoual, dire. est-ce que vous avez une idée? Moi, je sais que quelques années auparavant, on déclarait 6, une année 10, 12 décès. Mais bon, moi je dirais que c'est des chiffres qu'on conteste, parce que ça ne reflète pas vraiment la réalité du terrain, parce que c'est vrai que même ce qu'on entend par ici, par là, de par les gens qu'on connaît, les chiffres sont beaucoup plus importants. Mais bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on est chaque année exposé à ces grands risques d'intoxication alimentaire, et en plus, ça ne fait que s'aggraver, parce que notre contexte alimentaire, justement, et nos modes de consommation font que nous n'arrangeons pas réellement notre santé. Donc la santé publique, elle est encore beaucoup plus menacée par ces modes de consommation qui sont en train de changer, qui sont en train de se mondialiser. On essaie de manger de la même manière un peu partout en Algérie, alors que ça ne devrait pas. Donc parfois quand on voit maintenant des twerg à Tamarasat et à Janat manger des sandwichs de shawarma, on peut imaginer ce qu'il peut y avoir dedans, et toute cette viande qu'on transporte du nord vers le sud. C'est tout le monde qui se met au yaourt qu'on achète de chez l'épicier. On mange beaucoup. Les œufs qu'on mange sont parfois vendus, commercialisés dans des conditions qui ne sont pas convenables, donc au bord des routes et dans les marchés informels. Donc il y a ce mode de consommation. On mange même si on ne mange pas beaucoup de viande, mais le peu qu'on mange, on le mange dans des conditions qui ne sont pas correctes. Donc on mange beaucoup de viande hachée maintenant en Algérie. Donc on est en train de transiter vers la facilité. Vous appelez pour l'interdiction de la viande hachée pendant l'été? Carrément, parce que réellement, la solution la plus sûre, c'est d'interdire, donc de commercialiser la viande hachée pendant l'été. Et je pense que ça ne fera aucun mal aux consommateurs. Au contraire, ça les mettra à l'abri. Parce que la loi maintenant interdit à ce qu'on expose la viande hachée chez les bouchers.
et qu'on la prépare devant le consommateur, mais ça ne règle pas le problème parce que le fait de la transporter du boucher jusqu'à chez soi, si on dépasse 10 à 15 minutes, elle commence déjà à poser Si on problème. ne prend pas des mesures, hein, comme par exemple un sac isotherme, les gens le font très peu. Très difficile, on ne peut pas compter même sur ces sacs, déjà est-ce qu'ils sont en normes, et puis même la machine elle-même, est-ce qu'elle est nettoyée régulièrement. Donc il vaut mieux éviter, parce que pour nous, et ce qu'on a vu, surtout quand il est question de restauration collective, on utilise beaucoup de viande hachée actuellement, parce qu'on a changé un peu, on a remplacé le couscous par d'autres mets. Vous parlez des fêtes, hein, là. Des fêtes, non, mais des fêtes, mais même dans les colonies de vacances, dans tout ce qui est restauration collective, dans les casernes, dans les bases de vie, il y a beaucoup de on déclare beaucoup d'intoxications alimentaires à cause justement de ces viandes, et notamment de la viande hachée. Oui. Donc on devrait faire plus attention. Il y a les produits laitiers aussi, donc les dérivés du lait, qui posent aussi problème, les œufs, donc tout ça. Là, vous parlez des produits à risque. Hein. À risque, Voilà. oui, mais j'irai plus loin. Même les légumes qu'on recommande, mais quand ils sont mal lavés, comme avait dit le docteur, avec les résidus d'insecticides et de pesticides qui causent aussi beaucoup de problèmes. Donc là, il y a des gestes qu'on va devoir reprendre convenablement. Donc tout ce qui est hygiène, tout ce qui est respect donc de la marche en avant donc dans notre cuisine. On parle de HACCP dans l'industrie agroalimentaire, mais on devrait aussi l'appliquer d'une manière un peu plus petite, plus restreinte chez soi. Donc comment ranger nos produits alimentaires, comment d'abord les ramener, les transporter. Oui. Là, vous touchez, si vous permettez, Monsieur Mnour, un point très important, parce qu'il faut dire aussi que les intoxications alimentaires, ce n'est pas uniquement, je le disais en préambule, ce n'est pas uniquement en mangeant à l'extérieur, parce qu'on a tendance très souvent à pointer du doigt les restaurateurs, les commerçants, le manque d'hygiène à l'extérieur, alors qu'on peut s'exposer clairement à une intoxication alimentaire même en mangeant chez soi, hein, n'est-ce pas, docteur Driss? Oui, effectivement, la toxinfection alimentaire elle peut être collective, c'est-à-dire on peut l'attraper dans une fête ou bien en mangeant dehors, comme on peut l'attraper chez soi-même quand on prépare des plats sur des sols ou bien des surfaces malsaines, contaminées, ou quand on ne se lave pas les mains quand on prépare. Donc on peut attraper une toxinfection alimentaire. Oui, absolument. Alors, professeur Bismillah, j'aimerais parler aussi avec vous des repas des bébés aussi, hein, qui ne doivent pas rester à température ambiante, hein, parce qu'on a tendance à peut-être à négliger, laisser un biberon traîner aussi et le redonner aux petits. Ça, c'est des comportements à éviter aussi. Bien sûr, un biberon qui n'a pas été terminé doit être jeté et il faudra repréparer un autre biberon. Il n'y a que l'allaitement maternel éventuellement, mais à ce moment-là, il ne sera pas à température ambiante. Si la maman tire son lait et elle le met dans le biberon, ça peut se conserver, mais après, il y a des normes en fonction de la température. Mais quand on fait de l'allaitement maternel, en général, on n'a pas besoin de le mettre dans un biberon. Mais pour toutes les formules, toutes les préparations, le biberon non terminé doit être jeté et on doit repréparer notre biberon. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. On ne doit pas réchauffer, on ne doit pas reproposer au bébé. Oui. Docteur Blabdouheb, un autre aliment aussi très risqué, hein, notamment toute l'année, mais notamment en été, les produits surgelés aussi, hein, ça devient un peu une mode, à ne jamais recongeler. Même la décongélation déjà. Quand on congèle un aliment, on le décongèle, on le consomme. Si on le recongèle, c'est bon. C'est une toxi-infection assurée, c'est sûr. Donc les produits surgelés, bon, je ne pense pas que ce soit vraiment dans notre culture. Donc par exemple, au niveau des supérettes, on ne trouve pas beaucoup de produits surgelés, etc. Mais c'est surtout, par exemple, tout ce qui est produits laitiers, les œufs, par exemple, qui sont entreposés à même le sol. Les surgelés, par exemple, on peut en parler maintenant parce que on vient de passer l'Aïd, par exemple. On a beaucoup de viande qui celle qui est déjà congelée. Oui, qui est déjà congelée, par exemple. Il faudra faire attention. Peut-être les gens ont tendance à la congeler. Déjà, pour le processus déjà de décongélation, hein, il faut le faire en douceur. Oui. Absolument. Le faire dans le frigo, ce n'est pas... Voilà, Il faut le faire à température ambiante, il ne faut pas faire dans de l'eau, il faut pas... Même la congélation. Même la congélation, c'est-à-dire que les conditions de congélation, il y a des délais. Par exemple, de congélation, on ne peut pas laisser une viande pendant 24-48 heures au frigo et après secondairement congeler. Si on a prévu de congeler, il faudra congeler justement pour éviter la multiplication de germes, parce que la congélation ne va faire que stopper la multiplication. Mais s'il est déjà contaminé, même après la décongélation, il sera toujours contaminé. Donc il y a des délais par rapport à la congélation, il y a des modalités de décongélation. Par exemple, je décide de préparer mon repas du lendemain, je sais que je vais utiliser de la viande, je vais sortir ma viande du congélateur, je vais la mettre au frigo, elle prend le temps de décongeler, après quand je rentre le soir ou au moment où je vais préparer mon repas, elle est déjà décongelée. Je ne vais pas la sortir au moment où je décide de faire mon repas, je la mets à température ambiante ou je la mets dans un bac avec de l'eau
l'eau tiède ou de l'eau chaude, c'est prendre le risque d'une toxi-infection alimentaire certaine. Il y a une autre aberration qu'on peut observer en ce moment, nous en parlions avant l'enregistrement de cette émission, justement, c'est les pastèques qui sont en vente aujourd'hui, qui sont en vente coupées, en plein soleil. Ça aussi, c'est terrible. C'est terrible. Bon, c'est comme disait M. Mnoa, c'est le marché informel qui est là. Donc, quelque part, il faut réprimander ce genre de situation. Et aussi, je pense qu'il faut un petit peu sensibiliser, par exemple, surtout le consommateur. Donc, celui qui achète, il est responsable de cet état de fait. Donc, tant qu'on achète ce genre enfin, une pastèque qui est déjà prédécoupée, je pense que c'est aberrant. Il ne faut pas acheter, tout simplement. En plus, c'est fragile comme aliment. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a pas que la pastèque, il y a le thon, on en parlait aussi. Oui, et aussi. je pense qu'il y a le poulet sur la route du poulet, ou même à l'époque de la dinde, des œufs qui sont en température ambiante, au soleil pendant toute la journée. Ou même si c'est pour quelques heures, c'est déjà dangereux. Pour une demi-heure, c'est déjà trop. Oui, alors pour les œufs aussi, il y a un point très important, parce que peut-être beaucoup de monde l'ignore. Le fait de laver les œufs, ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire les laver bien avant leur cuisson. Tout à fait. Parce qu'ils deviennent poreux, et ça c'est dangereux. Oui. Donc l'astuce, elle est très simple, c'est la cuisson. Donc par exemple, tout ce qui est toxi-infection, c'est lié à deux choses, le froid et le chaud. Donc le froid, c'est tout ce qui est chaîne de froid, et le chaud, c'est la cuisson. Donc par exemple, il faut savoir une chose. Par exemple, dans le tube digestif de certains aliments, comme la volaille par exemple, il est tout à fait normal qu'il y ait de la salmonelle. Donc les œufs, par exemple, ils vont en contenir. Donc la coquille, etc. Quand on achète des œufs, très souvent, on retrouve des petites matières. Donc il faut savoir que ces petites matières vont contenir de la salmonelle. Après, moi, quand j'achète, par exemple, mon petit plateau d'œufs, je vais le mettre au frigidaire. Il ne faut pas laver avant, mais il faut le mettre dans un bac. Nous, on pense que c'est une mesure d'hygiène, de les laver avant de les mettre au frigo, alors que finalement, c'est pas... Cependant, il faut séparer. Il faut séparer. D'accord. Il y a une des astuces, c'est que... Il faut les laver quand on veut les cuisiner. À la cuisson, exactement. Il faut laver à la cuisson. Et la cuisson doit être, comme on dit, à cœur. C'est-à-dire que l'œuf doit être cuit. Le jaune, il ne faut pas, par exemple, comment on appelle ça, l'œuf à la coque, par exemple, c'est une catastrophe. Parce que la salmonelle, elle est là. Il faut que le frigo soit bien rangé, lavé de temps en temps, normalement au moins une fois par mois. Il faut aussi qu'il y ait une séparation entre les aliments. Important, oui. Très, très important. Utiliser exactement. Compartimenter. Et les œufs, il ne faut pas les mettre en contact avec les autres aliments. Il faut qu'ils soient dans des bacs séparés. C'est-à-dire, même si on n'a pas une boîte, pour ne pas qu'ils soient au contact avec d'autres aliments. C'est ça, ce qu'on appelle les contaminations croisées, c'est ça. C'est quoi une contamination croisée, docteur Driss? Bon, une contamination croisée, c'est-à-dire quand quelqu'un est déjà malade, il a une toxi-infection alimentaire, et quand il manipule un aliment, il peut-être transmettre cette maladie à un autre individu. C'est ça une contamination croisée. On peut attraper une infection soit en mangeant un aliment qui est infecté, ou bien on peut l'attraper d'un autre individu malade qui manipule cet aliment. Quand on a une intoxication alimentaire, on ne doit pas cuisiner. De préférence. Évidemment. D'accord. C'est contagieux. Ça peut être contagieux. Bien sûr. C'est contagieux, d'accord. Par exemple, tout ce qui est restauration. Donc, en restauration, il faut qu'il y ait une hygiène déjà personnelle. Donc, si par exemple le chef cuisinier est déjà malade, de préférence, il n'entre pas en cuisine. Ça, c'est l'hygiène personnelle. Après, on a l'hygiène professionnelle. Il y a des normes, normalement, que les professionnels, par exemple, de la restauration, bien du commerce, etc., doivent respecter. Une personne qui est malade, normalement, elle ne cuisine pas. Surtout si c'est pour une collectivité ou bien une restauration. Est-ce qu'on peut parler proprement de contagion? Oui, mais parce que la problématique, c'est-à-dire qu'une personne qui est malade en général... Ce n'est pas contagieux, une non, ce n'est pas contagieux dans le sens contagiosité, mais si les personnes prennent la précaution de se laver les mains, de se laver les mains quand après sortir des sanitaires, de se laver les mains avant de manipuler les aliments. Après, quand on est... Ça, c'est dans le milieu familial. Mais quand on est dans une structure où on fait de la restauration collective, que ce soit en cantine ou là en milieu, à ce moment-là, c'est particulier. C'est-à-dire, normalement,
idéalement, quand on fait une toxi-infection alimentaire, on ne devrait pas manipuler des aliments. Et en même temps, on peut aussi être des porteurs sains, par exemple, typiquement pour les salmonelles. Et si on est un porteur sain, il faut éviter d'être dans des postes comme ça où ça risque d'être dangereux. D'ailleurs, le personnel de la restauration, dans le cadre de la médecine de travail, doivent être contrôlés régulièrement par rapport à des coprocultures pour vérifier justement ces porteurs sains, pour ne pas, eux, ils n'ont aucun symptôme. Donc, ils ne se savent pas malades et donc, à partir de là, ils ne savent pas qu'ils sont dangereux, qu'ils risquent d'être contaminants. Donc, c'est ça une contamination, c'est-à-dire que je ne transmets pas directement, mais c'est en souillant des aliments qu'on va contaminer une personne. Oui. Un autre paramètre aussi qui peut être très important, alors on a parlé du fait de compartimenter son frigo, le fait de se laver les mains aussi, hein. Le lavage des mains c'est un point très important et essentiel. Et il y a aussi le fait de faire attention aux ustensiles hein, en cuisine, hein. Par exemple les planches, les couteaux. Oui, il vient de dire le docteur, donc le plan de travail c'est très important. D'abord il faudrait choisir le matériau qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de résidus qui s'approchent. Donc en général c'est du marbre ou du granit, c'est le meilleur. Donc justement pour ne pas retenir. Ça se nettoie plus facilement. Plus facilement. Et puis les ustensiles, donc non seulement la qualité des ustensiles, et puis comment les laver, avec quoi les laver. Ça c'est très important. Non, et puis ne pas utiliser les mêmes, par exemple, le même couteau par exemple pour la viande et pour les fruits, par exemple. C'est ce qu'on voit chez certains épiciers. C'est grave que ce qu'on remarque parfois, c'est qu'avec le même couteau, ils coupent du fromage, le beurre et du pâté, de la charcuterie et même parfois la pastèque. Donc pour dire que c'est des gestes auxquels ils ne font pas attention parce qu'il n'y a pas de formation. D'ailleurs, permettez-moi de faire rappeler qu'on avait demandé au ministère du Commerce d'exiger une formation, une petite formation, une brève formation d'une semaine, 3 jours, pour tous ceux qui opèrent donc justement dans des commerces pareils. C'est une formation à l'hygiène, à la salubrité, donc au comportement, ces comportements pour avoir ces gestes, pour éviter justement tous ces problèmes de contamination et de maladie. Parce qu'on est en train de voir, il y a des gens qui ne se lavent pas les mains, qui ne préparent à manger, qui ne se lavent pas les mains parce qu'ils n'ont pas cette culture de laver les mains. Donc les ustensiles et les mélanges, l'eau avec laquelle on lave parfois les tasses dans un salon de café, parfois c'est une eau qu'on renouve. Vous parlez des fameuses sherbettes aussi qui se vendaient à même le sol, hein, ce qui est aberrant. Et on ne sait pas la provenance des sacs, on ne sait pas l'eau aussi, si elle est préparée où, si elle est potable ou pas. Dans une bassine, dans un fût. Donc c'est pour ça que je dis, tout est question de culture de consommation. Tout est question de culture de consommation. Donc du consommateur, celui qui prépare, celui qui contrôle, tous maintenant on doit muter vers plus de responsabilité dans tous ces gestes. C'est-à-dire nous qui consommons, donc devons être exigeants, donc ne pas acheter n'importe quoi. Comment se fait-il qu'on puisse acheter un aliment à ras du sol ou dans un milieu il n'y a pas d'air conditionné, qu'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'étiquetage. Ça c'est notre rôle comme consommateur. Et aussi comment on laisse faire donc tout ça dans un paysage commercial, même dans une grande ville, laisser donc tous ces produits se vendre comme ça aux consommateurs. Alors, un point très important aussi, alors on a parlé de lavage de mains, on a parlé de prêter attention justement aux ustensiles, mais aussi à la propreté de son frigo. La cuisson aussi des aliments, hein, elle est très importante, n'est-ce pas? Tous les modes de cuisson se valent. Bien sûr, professeur. L'essentiel, c'est que la cuisson soit bien faite et qu'il ne faudrait pas, par exemple, prendre des aliments qui soient, par exemple, non cuits. Par exemple, pour les viandes pour les viandes, idéalement, il faut tous les aliments. Consomme saignant, par exemple, c'est à éviter. Ça dépend de la qualité de la viande qu'on a achetée, ça dépend de notre modalité de conservation, mais si on utilise de la viande hachée, probablement qu'il faudrait avoir une cuisson la plus longue possible à point. Donc vraiment, ça va dépendre. Et idéalement, de toute manière, en période comme ça, mieux vaut bien cuire. Il vaut mieux bien cuire tous les aliments. Puis mieux consommer des aliments bien cuits parce que justement, cette cuisson permet de détruire les micro-organismes. Oui. Alors pour les aliments aussi, les restes, Dr Blablouheb, les restes, par exemple, parce qu'on a tendance à dire c'est un aliment cuit, par exemple pour les pâtes ou le riz, on peut les conserver jusqu'à combien de temps au frigo? 48 heures environ. Mais si par exemple moi, je pensais le mode de conservation est respecté, c'est-à-dire maintenant on a des petites boîtes en plastique, etc. Voilà, il faut couvrir. Ça c'est un point très important aussi, couvrir les aliments. Si par exemple on a des restes à base de charcuterie ou bien de viande, il est essentiel de couvrir. Si on ne couvre pas, il y aura de la contamination croisée avec d'autres aliments, par exemple les légumes, les fruits, s'ils sont dans le frigidaire.
Oui. Alors, dans l'absolu, est-ce qu'on peut parler aussi de prévention des intoxications alimentaires d'un point de vue alimentaire, c'est-à-dire s'alimenter d'aliments qui peuvent servir de bouclier d'intoxication? Est-ce que ça peut exister ou pas? Je sais pas, Comme les probiotiques, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire vraiment de la prévention de cette manière. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, pour être bien sur le plan immunitaire, etc., il faut avoir, par exemple, un microbiote qui est sain. Donc, si déjà d'emblée on a une alimentation qui est saine, si on fait du sport, etc., on va mettre notre organisme dans une situation optimale par rapport à l'immunité. Aussi, il y a quelque part un facteur génétique. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas tous égaux devant une intoxication. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des gènes de sensibilité à certains microbes. Oui. Par exemple, récemment, on a découvert qu'il y avait un gène de sensibilité à la salmonelle. Donc, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, on a tous mangé le même repas, mais c'est tombé sur moi. Donc, peut-être que cette personne-là, elle est peut-être prédisposée de façon génétique. Peut-être que son microbiote n'est pas aussi sain que ça. Peut-être que c'est une personne qui est, imaginez par exemple, si on est par exemple stressé, on est plus sensible à une toxi-infection. Si on est tout simplement stressé. Si on passe par C'est-à-dire exemple... on est dans une période où on est plus fragile. Exactement. Voilà. Exactement. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, j'ai une intoxication alimentaire. Qu'est-ce que je peux manger pendant cette période? Ou est-ce qu'il faut éviter de manger? Parce que ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Hein, même pour les enfants, je vais vous poser la même question. Parce que même pour les enfants, ils ont tendance à ne rien vouloir manger quand ils sont en pleine intoxication. Est-ce qu'on doit les forcer ou pas, par exemple? Et pour les adultes aussi. Bon, pour l'adulte, il faut rappeler que la toxi-infection, c'est une infection bénigne. En général, ça ne va pas tuer le malade. Donc, nous, comme médecins, notre métier est de rassurer le malade. Bon, ça va s'estomper spontanément dans 3 à 5 jours maximum. Donc, il faut rappeler les règles d'hygiène au malade. Donc, il faut consciemment qu'il doit s'hydrater. Donc, il ne faut pas qu'il panique, ce malade. Donc, une toxi-infection alimentaire, en principe, elle ne se traite pas. Donc, au bout de 5 jours, qu'on doit s'inquiéter. D'accord. Alors pour les enfants, quand ils refusent de manger pendant la... C'est normal de ne pas vouloir manger quand on est malade. Après, le rôle des parents... Parce que les parents ont tendance à s'inquiéter. Oui, pour nous, la priorité, c'est vraiment l'hydratation. Après, l'alimentation, on ne l'arrête pas. Hein. Il continue à s'alimenter. Il faudra juste faire différemment, c'est-à-dire fractionner. Fractionner les repas. Il n'y a pas besoin de prendre un repas habituel, copieux. Il faudra fractionner. Il faudra donner une alimentation un peu plus légère. L'essentiel, c'est de répondre aux besoins caloriques. Mais l'essentiel dans l'immédiat, bien sûr, on a besoin, parce que vous imaginez, si on fait des gastrovirales, en plus on fait des toxi-infections alimentaires, qu'à chaque fois on arrête l'alimentation, ça va impacter l'état nutritionnel. Donc il faut continuer à les alimenter et ne pas arrêter l'alimentation. Par contre, donner des repas qui soient fractionnés et faire attention à l'hygiène du repas qu'on va donner, à la qualité du repas qu'on va donner. Qu'est-ce qu'on peut manger justement? C'est la question que... Par rapport, on va poser la question au nutritionniste. Pendant la période justement, ou après aussi. Pour le risque. Oui. C'est plus des liquides, par exemple des soupes de légumes. Au départ, c'est ça, on va proposer des liquides. Des liquides, donc c'est premièrement pour mettre un petit peu au repos le système digestif. Donc c'est pas des repas qui sont lourds. On va pas manger par exemple. C'est pas une bonne chose de prendre du riz blanc. C'est ce que tous les Algériens prennent. C'est ce que tous les Algériens prennent quand ils ont une diarrhée ou une intoxication. Bon, monsieur le gastro est avec nous. C'est un régime sans résidus. Quand on prend un régime sans résidus, ça met au repos. Le résidu, c'est tout ce qui est cellulose, tout ce qui est fibres, etc. Donc le riz, par exemple, les pâtes, les bonnes soupes qui sont très bien mixées et tout, ça va un petit peu laisser le système digestif se reposer. Et en même temps, quand on prend des soupes, on va prendre un petit peu de vitamines. Donc il faut savoir qu'on va se déshydrater. On aura tendance à faire, par exemple, des petites carences, du sodium, pas de viande. Pas de viande, d'accord. Pas de protéines, carrément. D'accord. Donc la première règle, pas de viande pendant une intoxication alimentaire. Préférer donner la part belle au liquide. C'est un régime sans résidus. Faire la part belle au liquide. Manger par exemple des pâtes. On peut manger des pâtes parce que c'est un régime sans résidus. De préférence sans sauce. Voilà. Sans sauce. Pour ce qui est par exemple des fruits, etc., bien mixer des jus pour se réhydrater. On peut prendre des fruits parce qu'on a tendance à dire que ça accélère quand même le transit. Pas vraiment. Il faut éviter un petit peu. Il faut éviter parce que ça va exacerber les symptômes. D'accord. On a tendance à avoir quand même
enfants, c'est un transit très accéléré pendant l'intoxication alimentaire. Pour les enfants, il n'y a pas réellement de restrictions particulières en matière alimentaire. Ils peuvent manger. On leur donne tout ce qu'ils veulent manger parce que ils mangent ce qu'ils veulent. parce qu'ils font des caprices pendant cette période. Non, l'essentiel c'est que ça soit léger, qu'ils prennent et qu'on fractionne. Après, par rapport à certains aliments, ils ont une bonne réputation parce que c'est des aliments qui sont hydrophiles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la déshydratation se continue au niveau de l'intestin, mais par contre, elle n'apparaît juste pas. C'est-à-dire qu'on a des sels qui paraissent plus consistantes et c'est rassurant, mais ils sont quand même nutritifs. Mais l'essentiel pour nous en pédiatrie, c'est vraiment les sels de réhydratation. Sels de réhydratation. Après, on donne encore des sels de réhydratation. Bien sûr. C'est pourri au goût quand même, professeur Hussein. C'est pourri au goût. Non, du tout. Au goût, je parle du goût. Ah non, c'est indispensable. Oui. C'est indispensable. On ne peut pas prendre en charge que ce soit une toxi-infection alimentaire, une gastro-entérite chez un enfant et je pense que aussi chez un adulte, si on ne donne pas de sel de réhydratation. C'est-à-dire que c'est le premier traitement de cette période. Sel de réhydratation, après il y a l'alimentation. On autorise l'alimentation, on fait des repas fractionnés, de petits repas légers, s'il prend des soupes. Ça suffit pas si on prend beaucoup d'eau? Non, ça suffit pas. Non, du tout. Parce que quand vous prenez de l'eau, en réalité, quand on se déshydrate, on ne perd pas de l'eau. On perd de l'eau, on perd du sodium, on perd du bicarbonate, on perd des électrolytes et on perd du glucose. Et pour que l'eau retourne à l'intérieur de la cellule, on a besoin de ce qui contient les sels de réhydratation. Quand on prend de l'eau seule, avec rien, ça ne permet pas de réhydrater. Donc c'est vraiment un message important. Oui. Alors les autres traitements qu'on peut donner en cas d'intoxication alimentaire, on donne encore des antidiarrhéiques par exemple ou pas? Non, surtout pas des antidiarrhéiques. Il faut prescrire cette attitude. Donc on peut donner des antiémétiques pour lutter contre les vomissements. On peut donner aussi des antispasmodiques, surtout pas d'antibiotiques pour les 3 à 5 premiers jours. D'accord, on donne des antibiotiques en cas de... Donc, à quel cas? Que des signes de gravité, c'est-à-dire quand il y a des salles glérosanglantes ou quand le malade il a de la fièvre. Donc il faut consulter en urgence et c'est le médecin qui peut prescrire des antibiotiques. C'est-à-dire on ne peut pas les acheter soi-même au niveau de la pharmacie pour les prendre. Donc c'est seul le médecin qui peut les prescrire. Oui. Bon, je m'excuse, juste par rapport aux antidiarrhéiques, les antidiarrhéiques, il y a plusieurs types d'antidiarrhéiques. Les antidiarrhéiques, particulièrement dans le sens ralentisseur du transit, exposent à des formes plus sévères puisque le microbe, parce que la diarrhée est un mécanisme de défense. Et si on va donner un ralentisseur du transit, le micro-organisme va rester à l'intérieur, il va rester plus longtemps au contact de la muqueuse, il va léser plus. Donc c'est pour ça vraiment respecter la diarrhée aussi, c'est une façon de se défendre contre ce micro-organisme. Oui, en fait, l'idée, c'est justement que la nature est bien faite, finalement, s'il y a cette accélération de transit ou ces vomissements, c'est justement pour éliminer le germe. Tous les germes. Monsieur Benouar, vous avez le mot de fin, mais très brièvement, rappeler l'importance, justement, comment prévenir, finalement, les intoxications alimentaires. Il faudrait prévenir. Donc, d'abord, il faudrait aller... Très rapidement. Non, il faut être responsable devant son assiette, dans ses courses. Il faut transiter, il faut muter vers une consommation sereine, responsable et saine. Donc, nous sommes responsables de notre santé. Une intoxication, elle est dangereuse et aussi elle a un coût économique parce que l'absentéisme et tous les frais d'hospitalisation, ça coûte cher. Donc, c'est pour cela que tout le monde doit s'y mettre. Donc, nous, les consommateurs, d'abord en premier, on devrait être exigeants, donc ne pas manger n'importe où. Moi, je dirais que avoir faim, ça ne tue pas. Mais une intoxication peut tuer. Donc, même si on a faim et on voudrait manger et on n'est pas tranquille par rapport aux commerçants, par rapport au fast-food, aux restaurateurs, on n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise, on ne mange pas. Je préfère ne pas manger. Et évidemment, faire très attention chez soi, parce que parfois, les problèmes viennent de chez nous. On ne sait pas comment, on ne connaît pas les procédures, même si c'est-à-dire on a toute la technologie qu'il faut, mais malheureusement, les compartiments du réfrigérateur, ils ne sont pas là juste pour faire la décompression. Pour la forme, oui. Pour la forme, il faudrait savoir l'utiliser. La température pour la congélation, c'est moins 18 et au-delà, donc moins 18, moins 19, moins 20. Le réfrigérateur, c'est entre 4 et 6 degrés. Donc, il faut faire attention à ça. Oui, surtout en été. Merci beaucoup, Monsieur Benouar. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je rappelle que c'était la dernière émission de cette saison. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver en septembre pour une prochaine saison. D'ici là, vous pouvez nous écrire sur la page de l'émission sur Facebook pour laisser des suggestions ou des remarques sur l'émission ou encore des propositions. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes vacances et à très bientôt. Au revoir.